Les toutes dernières informations sur la situation ce soir dans le pays. Un détachement de parachutistes belges et 300 légionnaires et parachutistes français sont actuellement au Rwanda, officiellement chargés d'assurer la sécurité des ressortissants étrangers de ce petit pays d'Afrique. Ce soir, un avion d'Air France fait route vers Paris avec à son bord 134 passagers en provenance de Kigali, la capitale du Rwanda. Kigali, où la situation reste confuse et très tendue. La nuit dernière, des rebelles sont arrivés jusqu'au centre-ville, armés de fusils et de mitraillettes. Ils ont ouvert le feu sur des soldats rwandais qui ont riposté à la mitrailleuse lourde. Les combats ont fait rage autour du palais présidentiel, puis sur la route de l'aéroport et dans le nord-est de la capitale. Le président rwandais Juvenal Habyarimana a lancé un appel au calme. Il accuse les assaillants d'être venus de l'Ouganda voisin. C'est en Ouganda, en effet, que des milliers de Rwandais ont trouvé refuge. Ils ont fui leur pays, pauvre, surpeuplé, marqué par une épidémie de sida et surtout par de sanglantes guerres tribales. Depuis presque 30 ans, les Hutus au pouvoir et la minorité Tutsi s'affrontent violemment au Rwanda, le pays aux 1000 collines. Allez. Merci Marie-Hélène. Oh, ça craint quand même là-bas. Toi, t'as pas eu peur d'aller du coup. Pardon, c'est la guerre quoi. Ouais. On entend les bruits de la sono et tout. Non, t'as pas eu peur? non, mais non, attends, on était blancs, il ne pouvait rien se passer au Rwanda, de toute façon, nous, au pire, on était rapatriés, quoi. Décidément. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est tout. Je me prépare. Tu cliques dessus. Non, je déconne en fait. Oui. Non, je le savais que ça craignait quand même. Je le savais parce que Alex... Un tout petit. C'est un petit. Alex, donc mon compagnon qui était arrivé 8 mois avant, il m'avait écrit pendant 8 mois, j'ai une 50aine de lettres qui me disent que c'était le bazar quand même et que ça craignait, ouais, un petit peu beaucoup. Quoi. Donc, non, c'était pas super zen, même en étant blanc. D'ailleurs, je vais vous raconter je vais vous lire une de ces lettres. C'est des vraies lettres, hein. On n'en fait plus aujourd'hui comme ça. Non, j'en ai trouvé des enveloppes comme ça, mais des thèmes du Rwanda comme ça. Kigali, dimanche 7 juin 1992. Cette fois, on n'est pas passé loin. Vendredi matin, les forces rebelles ont attaqué, puis pris la préfecture de Byumba, puis un carrefour important en direction de Kigali. L'armée rwandaise en déroute s'est enfuie vers Kigali, en laissant leurs armes sur place. Des flots de personnes ont évacué les zones de combat vers Rutare, qui ressemble à un camp de réfugiés. Je n'ose imaginer la température sur les collines. Les rebelles ont attaqué, les expatriés ont été évacués sur Kigali, ils doivent s'attendre au pire. De notre côté, nous avons du mal à comprendre pourquoi le FPR a attaqué et pénétré si profondément dans le pays au moment même où il s'assoit enfin à la table des négociations avec le gouvernement rwandais à Paris pour rechercher un cessez-le-feu. Les seuls bénéficiaires de ce coup militaire sont les partisans extrémistes du président qui vont pouvoir justifier une fois de plus leur politique guerrière. Le pays n'est pas prêt pour la démocratie, vu qu'il est encore attaqué. Le multipartisme va être tenu responsable de l'attaque, ou du moins d'avoir un peu trop collaboré avec les rebelles. Saurons-nous un jour qui a fait quoi? D'après RFI, Radio France Internationale, qui tait l'intervention des militaires français, les négociations de Paris avanceraient vers un cessez-le-feu. C'est à n'y rien comprendre. Pas réjouissantes les nouvelles, désolé. Et dire que je vais t'entraîner dans ce climat tendu. Certes, nous ne risquons pas grand-chose, si ce n'est un rapatriement et la perte de nos quelques affaires. Mais pourquoi s'attacher à des gens ici, en sachant qu'en cas de coup dur, on les lâchera, on les laissera dans leur merde? Quelle image allons-nous offrir en retour sur nos collines respectives, si ce n'est l'image de jeunes hypocrites sur lesquels il ne faut pas compter?
À la rigueur, on sert de relais d'information en temps normal et de baromètre. S'ils s'en vont, c'est mauvais signe. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais leur départ annonce des rigueurs à venir. Ok, alors j'imagine que c'est peut-être un petit peu flou là. Donc sa lettre elle date de 92 et ce qu'on a écouté juste avant c'était octobre 1990. Ce que je vous propose c'est qu'on réécoute l'extrait de journal télévisé du 5 octobre 1990 et que du coup vous fassiez attention et après vous me direz ce que vous avez entendu aux mots qui sont utilisés. Donc 4 catégories de mots. Qui sont les belligérants? Enfin, de qui on parle, comment on désigne les gens. Où, c'est quoi les lieux qui sont nommés. Quoi, c'est quoi les faits qui sont nommés et comment ils sont nommés. Et pourquoi. Voilà, on se fait... Juste là, une autre spécificité de la conférence gesticulée, c'est que c'est un petit peu participatif. Parfois. Et donc c'est maintenant. Profitez-en. Alors écoutez bien, attention, concentration. Beaucoup craignent la reprise des combats avec la tombée de la nuit. Ce tout petit pays d'Afrique est victime d'une guerre civile entre deux ethnies. Des parachutistes français du 2e REP sont arrivés de Bangui la nuit dernière. Rejoints par des soldats belges, ils contrôlent surtout l'aéroport. À Paris, le ministère des Affaires étrangères demande maintenant aux Français de quitter le pays. Un premier avion rentre cette nuit du Rwanda. C'est Hélène Rizacher qui rassemble pour nous les toutes dernières informations sur la situation ce soir dans le pays. Un détachement de parachutistes belges et 300 légionnaires et parachutistes français sont actuellement au Rwanda, officiellement chargés d'assurer la sécurité des ressortissants étrangers de ce petit pays d'Afrique. Ce soir, un avion d'Air France fait route vers Paris avec à son bord 134 passagers en provenance de Kigali, la capitale du Rwanda. Kigali, où la situation reste confuse et très tendue. La nuit dernière, des rebelles sont arrivés jusqu'au centre-ville, armés de fusils et de mitraillettes. Ils ont ouvert le feu sur des soldats rwandais qui ont riposté à la mitrailleuse lourde. Les combats ont fait rage autour du palais présidentiel, puis sur la route de l'aéroport et dans le nord-est de la capitale. Le président rwandais Juvenal Habyarimana a lancé un appel au calme. Il accuse les assaillants d'être venus de l'Ouganda voisin. C'est en Ouganda, en effet, que des milliers de Rwandais ont trouvé refuge. Ils ont fui leur pays, pauvre, surpeuplé, marqué par une épidémie de sida et surtout par de sanglantes guerres tribales. Depuis presque 30 ans, les Hutus au pouvoir et la minorité Tutsi s'affrontent violemment au Rwanda, le pays aux 1000 collines. À l'étranger, les troupes... Merci. Bien. Bien. Alors, Qui? on va relever les copies. Non, on fait à l'oral aujourd'hui. Ouais, allez. Alors, qui sont les belligérants? Qu'est-ce qu'on entend? On parle des rebelles. Les rebelles, ok. L'armée rwandaise. L'armée rwandaise, L'armée française. l'armée française, Et les Belges. les Belges. Ok. Normalement, ils ne sont pas belligérants, ils sont là pour les Oui, protéger les mais ressortissants. qui sont les... Voilà. Qu'est-ce qu'on entend? De qui on entend parler? Les ressortissants français. Ouais, on entend aussi des gens désignés comme Tutsi et Hutu, du coup. Voilà. Rebelles. Est-ce qu'il y en a d'autres? Rebelles, on dit au début. Les C'est parents. bon? Oui, les paras, etc. Le président. Le président. Le président a... Habyarimana. Trop facile. Ok. ça Les lieux? Ouais. Où ça? De quel lieu on Kigali. parle? Kigali. L'aéroport, on en parlait. Ils viennent de l'Ouganda. Bangui. Alors Bangui, vous savez pourquoi ils parlent de Bangui? Ils viennent de Bangui. Ils sont basés à Bangui. En fait, c'est Français une base militaire française C'est la base militaire française. Proche. en République centrafricaine. Oui. Du coup. C'est ça. Et c'est de là, du coup, que les militaires arrivent. Ok. On entend parler de Paris pour des négociations. Mm. Ouais, voilà. Pas Ouais. mal. Pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment les faits sont nommés? C'est une guerre civile. On entend parler de guerre C'est civile. des rebelles qui sont introduits de l'Ouganda. C'était en Ouganda. Ouais. Ils sont introduits. De conflit ethnique ou je sais pas quoi. À la fin. De Tribal. violentes guerres tribales. Et c'est un peu confus quand même. Voilà. Il y a des combats On proches parle de l'aéroport. d'ethnie et tribal aussi. Mhm. Ils disent que c'est confus. Et donc, pourquoi?
Quelle est l'explication qu'ils donnent? Le sida. C'est l'usage. Le sida, la pauvreté, ouais. La pauvreté, la surpopulation. Ils ont fui leur pays. Ils ont fui leur pays. Les rebelles qui attaquent, qui ont attaqué. Je sais pas pourquoi. Alors, nous on l'avait fait, déjà. Je sais pas si c'est exhaustif, mais depuis au moins un an on garde le même. Donc je crois qu'on n'était pas trop mal. Ouganda, Gambie, tout ça. Ou qui deux ethnies, les rebelles armés, les assaillants, il y a plein de façons de les nommer quand même. Hein. Les assaillants, les para-français, La minorité réfugiés. tutsi quand même. Ouais. La guerre civile, la guerre tribale. Et le, je ne sais pas si vous avez entendu le coucher du soleil. La tombée de la nuit. Tombée de la La nuit. tombée de la nuit. Bon, au Rwanda, on est à l'équateur, hein, donc la nuit elle tombe à 18h et elle se lève à 6 et le jour se lève à 6h tous les jours, hein, 365 jours. Donc la tombée de la nuit c'était 18h. Ah oui, mais ça fait peur. Oui. Et donc pourquoi? Ben, en fait, on a trois explications de pourquoi les gens ont fui le pays. On a juste ça. On nous dit rongé par une épidémie de sida, surpopulation et les violentes guerres tribales. Voilà. Avec ça, on est censé se trouver normal qu'en fait, il y ait des gens qui s'entretuent dans une ville. Oui. Depuis 30 ans. Oui. Alors, on va essayer de décrypter un peu tout ça, de clarifier les choses. Donc, les fameux rebelles ou assaillants, dans la lettre, Alex le nomme FPR, le Front Patriotique Rwandais. Là, vous avez le visage de Paul Kagame qui dirigeait du coup le FPR à ce moment-là et qui est aujourd'hui président du Rwanda. Donc, le FPR, autour des années 90, le FPR a été créé en 1987 en Ouganda. Ce sont des réfugiés rwandais en Ouganda qui au début ont des revendications politiques de l'ordre « on veut avoir le droit de rentrer au pays ». C'est simplement ça. Ils sont en Ouganda, ils sont réfugiés certains depuis 30 ans. Ils n'ont pas de place dans la société ougandaise et ils veulent avoir le droit de rentrer au pays, ce qui leur est refusé par le premier régime de Kayibanda qui a du coup de la décolonisation à 73, l'arrivée de Habyarimana. Voilà. Le régime d'Habyarimana, donc depuis 73 jusqu'à là, refuse lui aussi le retour des réfugiés. Et pourtant, Juvenal Habyarimana est considéré comme un président modéré. Et comme il se passe assez peu de choses entre 73 et 90, comme le pays est calme, il s'attire les faveurs des autres pays et notamment de la coopération internationale. La Belgique, ancien colon, et la France sont présents au Rwanda, mais tout un tas d'autres pays sous forme de coopération. Et c'est comme ça qu'on a appelé le Rwanda le pays des 1000 collines et le pays des 1000 coopérants. Enfin, c'est une expression qu'on a trouvée dans un bouquin, 1000 collines, 1000 coopérants. Et effectivement, le Rwanda vit en grande partie grâce à la coopération internationale. Un peu comme, du coup, juste pour ramener un peu mon savoir chaud, moi j'étais au Burkina en 2009-2010 en tant que coopérant aussi, mais pour les Allemands. Bon, c'était T'es plus jeune que moi, non? Ouais, c'est ça. Et en fait, le Burkina, c'était exactement pareil à l'époque. Alors là, ça change pas mal ces temps-ci, le Burkina, mais en tout cas, c'était vraiment un pays truffé de coopération, d'ONG, de machin. Enfin, ils vivent principalement. Enfin, ils vivent. Beaucoup de gens vivent principalement de ça. Au Rwanda, pareil. Voilà. Donc, le FPR a ses revendications, il n'est pas entendu. Du coup, en octobre 90, il prend les armes. Et donc, amené par Paul Kagame, ils attaquent le pays par le nord. Cette attaque... Toujours par là sur la préfecture de Byumba. Voilà. Cette attaque, elle génère chez le gouvernement de Habyarimana 3 types de réactions simultanées, à peu près. Donc, c'est toi? Je sais plus. Qui le Allez. tient en premier? Non, c'est toi. C'est moi, ok. La première, c'est la diabolisation du FPR. Ils ont de suite un discours très fort à l'égard du FPR, disant c'est le diable en personne. Ils veulent restaurer la monarchie Tutsi qui est honnie par la population. Vous savez, la République rwandaise est fondée sur ce récit que les Hutus sont les seuls habitants légitimes et que les Tutsis sont des envahisseurs.
Et du coup, eux, ils ont ce discours de c'est à nouveau les Tutsis qui veulent nous re-envahir, reprendre le pouvoir, réinstaurer un pouvoir détesté par la population. Donc le FPR, c'est le diable en personne. La deuxième réaction à l'attaque du FPR d'octobre 90, c'est un appel à l'aide. Et un appel à l'aide aux alliés du Rwanda. Le gouvernement rwandais fait un appel à ses alliés. Donc essentiellement la France et la Belgique. Qu'on entend d'ailleurs qui arrive tout de suite. Cet appel, il est principalement, il est renforcé en grossissant le danger. C'est-à-dire, déjà, bon, il diabolise qui est le FPR, et il donne toutes les raisons politiques de l'attaque, hein, bien sûr. Et ils grossissent le danger. Alors, on a un exemple qui est très très fort, c'est l'extrait de journal télévisé qu'on a entendu. En fait, c'est un montage qui est fait par les militaires rwandais et français. C'est-à-dire, on entend que les rebelles sont rentrés dans Kigali et que les combats se passent proches du palais présidentiel. Or, un officier français a avoué à la mission d'information parlementaire que cette attaque, c'était un montage, que l'histoire était ridicule. En fait, c'était nos amis, donc Dixit le militaire, c'était nos amis des forces armées rwandaises qui nous tiraient dessus, les autorités les avaient intoxiqués, et en fait, cette soi-disant entrée des rebelles dans Kigali n'était qu'une manipulation. Une manipulation pour quoi? Pour avoir un bon prétexte pour envoyer les troupes d'élite françaises et belges sur place. Oui. Et la troisième réaction à cette attaque d'octobre 90, c'est l'emballement de la mécanique raciste et le fait de pointer les Tutsis comme l'ennemi principal du Rwanda. Et ça commence très très tôt. Alors je vous rappelle, la mécanique raciste, du coup, c'est les différentes étapes de pensée, enfin les différents mécanismes de pensée qui nous amènent à justifier les discriminations. Un exemple emblématique de cette mécanique et de cette focalisation sur les Tutsis, c'est le journal Kangura, qui paraît à partir de 1990 et qui est un journal extrémiste. En France, on a eu une autre, plus tôt, mais qui s'appelle « Je suis partout » et qui était un journal profondément raciste, anti-juif, dans les années 30. Kangura est écrit essentiellement en Kinyarwanda et pour certaines parties en français. En octobre 90, paraît dans Kangura les 10 commandements des Hutus, dont nous allons vous lire quelques extraits. Alors que les puristes et scientifiques nous excusent, ils ne seront pas dans l'ordre. Les extraits des 10 commandements. Commandement 4. Tout Hutu doit savoir que tout Tutsi est malhonnête dans les affaires. Il ne vise que la suprématie de son ethnie. Donc ça, c'est la péjoration, c'est le fait de dire ils sont moins bien. Ils sont différents de nous, mais surtout ils sont quand même moins bien. Eux, ils visent que... ils sont malhonnêtes et ils visent que la suprématie. Voilà. Commandement 9. Les Hutus doivent être fermes et vigilants contre leur ennemi commun, Tutsi. Là, c'est la focalisation, c'est-à-dire on dit les Tutsis, c'est le problème. Tout le sida, la démographie, tout ça, en fait, si on s'occupe du problème Tutsi, ça sera réglé, quoi. Les Tutsis, c'est le problème, et en plus, ça, c'est une pensée qui marche particulièrement bien quand c'est rattaché à une menace extérieure qui est vraiment flippante. Là, en l'occurrence, le FPR. Commandement 1er. Tout Hutu doit savoir qu'une femme Tutsi, où qu'elle soit, travaille à la solde de son ethnie Tutsi. Et donc là, c'est l'essentialisation. Ils sont tous pareils, en fait, qu'ils soient hommes, femmes, riches, pauvres, cis, alors, enfin voilà, quel que soit... un Tutsi va agir en tant que Tutsi uniquement. Commandement 5. Les postes stratégiques, tant politiques, administratifs, économiques, militaires et de sécurité, doivent être confiés aux Hutus. Commandement 6. Le secteur de l'enseignement, élèves, étudiants, enseignants, doit être majoritairement Hutu. Commandement 7. Les forces armées rwandaises doivent être exclusivement Hutu. Commandement 8. Les bas Hutus doivent cesser d'avoir pitié des bas Tutsis.
Oui, parce que tout ça, ça sert quand même à justifier des discriminations. Donc, il y a aussi des commandements qui disent c'est quoi les discriminations qu'il doit y avoir à l'œuvre. Et donc, il y a des quotas depuis longtemps dans les écoles, dans les administrations. Il y a une armée qui est exclusivement Hutu. Et puis, il y a des massacres qui commencent. Ce texte-là, les 10 commandements du Hutu, est publié en français dans un des premiers numéros de Kangura, qui affiche en 4e de couverture. C'est le président de mon enfance. Vous connaissez? Moi j'ai grandi, je suis assez jeune, je suis né en 82. Enfin, je suis assez jeune. Ça va. On va dire par rapport à toi. Ça va. Non, moi j'ai grandi dans une famille de... Rwanda. Ouais, mais moi, mes parents ils étaient socialistes, enfin je veux dire, ils ont fait la fête en 80 comme jamais, quoi, tu vois. T'as vu ce qu'il écrit? Ouais. Un véritable ami du Rwanda. C'est dans le malheur que les véritables amis se découvrent. Ouais. En fait, ils ont écrit ça, donc c'était fin 90. Ils ont écrit ça notamment pour dire que quand même les Français ils étaient vachement plus sympas que les Belges. Parce que les Belges, eux... Ouais, les Belges, quand ils se sont rendus compte que suite à cette première attaque, il y avait des milliers, non pas encore, mais des milliers d'arrestations arbitraires, des Tutsis à Kigali, des dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées, enfermées pendant quelques temps. Ils se sont dit, bon, en fait, nous, on va pas continuer à jouer le jeu avec vous, on s'en va. Et la France est restée. Hein. La France est restée parce que quand même, c'était important pour notre État de continuer à soutenir le Rwanda dans sa lutte contre les Tutsis, contre le FPR. Oui, le FPR. Ben, oui, tout à fait. Et en fait, en vrai, les gens lisaient assez peu le journal. Enfin, moi, Kangura, clairement, je l'ai découvert en préparant la conférence gesticulée. Je ne savais pas que que Kangura était un journal qui existait au Rwanda. Mais par contre, ce dont j'étais sûre, le moyen de communication et d'information, c'était la radio au Rwanda. Sur les collines, vous avez la radio partout. Hein. Et la radio, enfin, quand j'ai quitté mon premier poste sur la commune de Taré, le fontainier avec qui je travaillais m'a dit ce qui serait vachement sympa, c'est de m'offrir une radio. Quoi. Donc j'ai offert une radio. C'était un super beau cadeau. Tout le monde avait la radio. Et puis les gens lisaient pas parce que ils ne savaient pas forcément. Enfin, ils étaient tous éduqués, mais il faut l'acheter le journal quand même. Hein. C'est pas... Voilà. Et donc la radio, elle existait partout. Quand moi j'y étais, c'était Radio Rwanda qui diffusait. Mais nous, on ne l'écoutait pas parce qu'en fait, on ne comprenait pas le Kinyarwanda. Vous avez déjà entendu du Kinyarwanda? On a un petit extrait de radio vite fait, juste pour se faire une idée. Ça, c'est la radio de Marilyn. Et ça march. Comme vous en avez marre, vous le dites. Bon, on a cherché le plus... Je crois que c'est un commentaire de foot en fait. Au Rwanda, la langue était très subtile. Avec un même mot prononcé de façon différente, on disait plusieurs choses. Isoko et Isoko, c'était pas le même mot. Et donc, on n'a jamais appris le Kinyarwanda. J'ai appris les noms, le bonjour, le au revoir, le merci, et c'était tout. Et nous, on écoutait RFI, Radio France Internationale. Eux, ils parlaient français. Et Alex m'en écrit un petit bout là sur RFI. Le 12 mai 1992. Je vous ai fait dans les extraits de lettres que les partis politiques, hein, je ne vous dis pas là. On a 3 enfants depuis. Côté politique, il semblerait que le Rwanda vive un moment de paradis. Aucune allusion sur la situation du pays aux informations nationales. RFI se contente de brefs flashs sur le pays. Ah, des informations quand tu nous tiens. Tout ce qu'ils ont réussi à dire aujourd'hui,
c'est que le pape demandait à chacun plus d'humanisme envers les malades du sida, mais surtout de ne pas utiliser de préservatif. Je connais des responsables du programme de lutte contre le sida qui ont dû apprécier cette annonce. On ne se rend pas compte en Europe de l'importance de la liberté de la presse. Radio Rwanda n'est qu'un organe de manipulation. Et en plus, ils ont pour l'instant le monopole des ondes nationales. Mais tu connaîtras bientôt tout ça. Il me tarde d'arriver au mois d'août. Alors à propos de Radio Rwanda, il y a un rapport de l'ONU en 1999, donc 5 ans après le génocide, qui pointe le rôle néfaste de cette radio dans l'exacerbation des problèmes ethniques. Et il précise que certaines émissions en Kinyarwanda ont un contenu qui différait des informations qui étaient transmises en français. On sait bien pour qui sont faites les informations en Kinyarwanda et pour qui sont faites les informations en français. Et c'était donc, comme tu le disais, la principale source d'information pour l'immense majorité de la population. Donc on peut imaginer la puissance idéologique de cet outil-là. En juillet 1993, Radio Rwanda a laissé le pas à une autre radio encore plus virulente, qui était la RTLM, la radio-télévision libre des Mille Collines, et qui a émis jusqu'à la fin du génocide. Pour revenir du coup sur l'intérêt d'une radio, dans ce cas-là, c'est quelque part la moins coûteuse des armes de destruction massive. Jamais utilisée. Et nous, donc pour continuer l'explication sur octobre 90, nous, tout le temps où on était au Rwanda, le FPR nous était présenté que comme un groupe de rebelles qui attaquait régulièrement depuis l'Ouganda, le nord du pays, et qui se met la zizanie. Et qui en même temps participait aux négociations de paix avec le gouvernement rwandais. Et chaque fois qu'il y avait un round de négociation, c'était quand même un sacré bordel dans le pays. Il faut dire que autour du président Habyarimana, il y avait vraiment une bande d'extrémistes Hutus, qui n'étaient vraiment pas du tout favorables aux négociations. Pour eux, c'était hors de question de s'asseoir à la même table que le FPR, parce que le FPR, c'était des Tutsis, c'était les ennemis, c'était machin. Et donc, c'est vraiment des courants politiques radicaux, extrémistes, qui ont mené au pourrissement de cette situation. Cette fois-ci, Alex, le 2 février 1993, écrit à ma maman. Donc je vous épargne les mots doux aussi. Oh non, vas-y. Ma jolie maman à moi. C'est la mienne de maman. L'orage de barrage et de règlement de compte semble être passé. Faut-il craindre une deuxième bouffée de violence? En fait, chaque clôture d'une session de négociation à Arusha implique des mouvements populaires. L'intensité et la violence de ceux-ci augmentent à chaque fois. Que se passera-t-il à la fin de la session qui a débuté hier? Le pessimisme et la morosité sont donc de mise aujourd'hui, même s'il est vrai que nous ne risquons rien, sinon le rapatriement et l'inquiétude pour nos amis d'ici. Il faut donc vivre au jour le jour. Alors ça, c'était en février 1993. Là, on est à une nouvelle étape de cette période entre 90 et 94. En février 1993, c'est vraiment chaud. Le FPR a mené une attaque qui a vraiment failli aboutir et renverser le pouvoir en place. C'est à ce moment-là que Marcel Debarge, ministre de la coopération française, s'immisce dans les affaires internes du Rwanda et fait un appel aux partis politiques rwandais à faire un front uni contre le FPR. Alors qu'il y avait des négociations, voilà. Et en fait, plusieurs partis et plusieurs personnes dans les différents partis étaient assez favorables finalement à pouvoir négocier. Ils étaient plutôt pour une voie négociée. Et donc cet appel à un front uni contre le FPR, il est bien entendu et bien compris par les gens de soit vous êtes contre le FPR, soit vous êtes contre le Rwanda. Voilà. C'est un appel à un front uni contre les Tutsis quelque part. Et moi par contre en février 93, pour l'attaque de février 93, j'y étais. Et j'étais même ce jour-là, je travaillais sur la commune de Shyorongi, qui est ici, et j'étais rapatriée d'urgence sur Kigali. Et nos préoccupations, c'était plus de nous occuper de la situation des déplacés que des considérations politico-militaro-négociato-parisiennes. Je vais les déplacer.
J'écris à ma maman le 23 février 1993, quelques jours après l'attaque du FPR. Ma maman préférée. Un petit mot pour les dernières informations du Rwanda, pour ce que nous parvenons à comprendre d'une situation politique assez complexe. Il semblerait qu'un cessez-le-feu ait été demandé par le FPR, le Front patriotique rwandais, ceux qui ont violé le précédent cessez-le-feu il y a maintenant 3 semaines. Il sera peut-être accepté par le gouvernement rwandais. Il reste à voir s'il sera respecté. Je ne sais plus de quand date ma dernière lettre, mais la situation est toujours catastrophique en ce qui concerne les conditions de vie des Rwandais qui habitaient dans le nord du pays. Hier, en allant à Shyorongi, j'ai croisé des centaines de gens sur la route, qui marchaient vers Kigali, avec nattes, casseroles, sacs de haricots sur la tête et leurs troupeaux de chèvres, de moutons, de vaches. On estime à 900 000 maintenant le nombre de déplacés, soit près d'un dixième de la population totale. Ils sont répartis dans des camps en fonction de leur commune d'origine, théoriquement. Mais les gens ne cessent de changer d'endroit car aucune directive précise n'est donnée sur le lieu où se fixer. En plus, les populations de certaines communes qui ne sont pas tout près du front fuient, de peur que le FPR descende plus près de Kigali. Elles ont également peur des pillages organisés par les militaires rwandais, qui profitent de la situation pour semer la terreur chez les commerçants et dans les maisons. On parle même de viol. Peu de différence avec les conflits de l'ex-Yougoslavie, après tout. La semaine dernière, j'avais commencé à travailler avec la Croix-Rouge belge sur un camp de déplacés. À présent, c'est plutôt Alex qui s'en occupe, pour le volet latrine. De mon côté, je préfère boucler le travail de bureau que j'ai à faire pour la commune de Taré. Difficile de faire des prévisions en ce moment. Enfin, tu as dû entendre aux infos françaises que la France a encore envoyé des militaires. Ils sont à peu près 600 maintenant. 700. 700, non? D'après Morel. Pardon, excuse-moi. D'après Claire Emmanuel, 600. Moi, j'y étais. Enfin, j'écoutais ce que disait l'ambassade de France. En fait. Ils sont à peu près 600 maintenant, dont certains placés sur les routes tout autour de Kigali pour prévenir une possible attaque du FPR. Ils sont venus avec de l'artillerie lourde pour protéger les ressortissants étrangers, comme ils aiment à le dire, et sans doute avec d'autres intentions. Pour ce qui concerne les expatriés français, on a parlé la semaine dernière de rapatriement éventuel. Ça reste encore une possibilité si la situation s'envenime. Pour la FVP, on pense plutôt aller quelques jours au Burundi, au lieu de rentrer directement en France, attendre que la situation se calme. Mais rien n'est encore fait. Je te préviens juste pour que tu ne sois pas surprise si je t'appelle un jour de Bujumbura ou de Paris. Alors voilà, nous sommes donc toujours résidents à Kigali. Le week-end prochain, Alex et moi irons sans doute faire un tour dans le sud, chez les volontaires qui travaillent au calme, histoire de changer d'air. Je t'écrirai bientôt de nouveau. En attendant, gros bisous et bon vélo. Sur cette question-là des militaires, il y a des tableaux là, dans le bouquin de Morel. Donc en 93, ils sont entre 700 et 900 selon la période, sans compter la coopération militaire. Et donc si on rajoute la coopération militaire, tableau suivant, ils sont une centaine en mai 93. Donc ça fait 1000. Bah si tu comptes 900 plus 100, ouais c'est ça. Ouais. Donc le Rwanda, à l'époque, c'était le pays des 1000 collines, des 1000 coopérants et des 1000 militaires français. Pour protéger les 1000 coopérants. Non. Bah non, même pas. Enfin, on n'était pas 1000 coopérants français. Ah, oui. On n'était pas si nombreux que ça quand même. Alors du coup, ces militaires, qu'est-ce qu'ils faisaient s'ils n'étaient pas là que pour protéger? Ça c'est une grande question quand même. Après coup, c'est vraiment une grande question. Alors, donc toujours d'après notre petite source d'information, il y avait de la formation de la gendarmerie rwandaise, il y avait du conseil jusqu'au plus haut niveau de l'armée rwandaise. Il a même un chapitre, Morel, qu'il intitule « Des Français dirigent de facto l'armée rwandaise ». C'est-à-dire ils sont tellement influents à haut niveau dans la hiérarchie militaire que c'est des Français.